Aujourd'hui et demain, la table ronde du mois de l'histoire de Noir présente Conversation Noire. Le sujet, la libération par la technologie. Today and tomorrow, the Roundtable on Black History Month presents Black Conversation. The subject of the day, the liberation through technology. Un sujet passionnant, intéressant, controverse parfois, mais qui fait maintenant partie de notre réalité à fond. Nous allons explorer ensemble, découvrir, entendre, partager lors de ces journées des experts de nos communautés noires. Technology is indispensable in our lives. It's rapid, it's communicative, and it also brings a lot of different aspects to it and different spheres, even for jobs. So this is a fantastic, it's part of our world. Black people are at the forefront of technology, and let's hear more about it during those 2 days. Alors, on remercie la TD, qui est un promoteur indispensable pour Conversation Noire. Nous remercions aussi Never Was Average qui produit cette année. We thank the TD for supporting Black Conversation this year, and we also thank the production team of Never Was Average that is hosting the Black Conversation on the 12th and 13th of February. Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre pour le premier panel de Conversation Noire. C'est une initiative qui est présentée par la Table ronde du mois de l'histoire des Noirs, par TD Canada Trust, donc la promesse TD prêt à agir, et aussi par Kanye XR, qui est la plateforme qui nous host actuellement. Donc, je suis vraiment contente d'avoir deux invités qui sont super intéressants aujourd'hui. Donc, on a Manuel Saint-Silly, qui est un 3D artist et un XR design manager. Et on a aussi Emmanuela Michel, qui est une candidate au PhD à la technologie éducative et la fondatrice de Kanye XR, notre plateforme où on est actuellement. Donc, c'est super. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais me présenter avant de commencer. Mon nom, c'est Rama, je suis une data scientist et aussi la fondatrice du blog The Study. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de démystifier un peu c'est quoi le monde virtuel, c'est quoi les opportunités qui peuvent être présentées dans le monde virtuel pour les personnes noires spécifiquement. Et on a les deux personnes parfaites pour en discuter. Juste un petit disclaimer, donc ce panel ne reflète en aucun cas, ce panel reflète les points de vue des présentateurs et c'est juste à des fins éducatives et informatives. Et on n'est pas des conseillers financiers, donc tout ce qui est en lien avec la cryptocurrency, on n'est pas des conseillers financiers. Avant encore de commencer, je voudrais juste faire un land acknowledgement. Donc, on est sur le territoire non cédé connu sous le nom de Tiohtià:ke ou Montréal pour d'autres personnes. Donc, let's dive right in. J'aimerais ça qu'on commence par un peu vous connaître un peu plus. Donc, Emmanuela, peux-tu nous faire part un peu de ton parcours? Donc, comme que tu l'as dit, au fait, moi, j'ai commencé il y a 15 ans dans le domaine de la santé et des services sociaux. À partir de là, j'ai géré, au fait, en réadaptation des maisons pour la santé mentale auprès des jeunes, des familles, dans le domaine communautaire et de l'éducation. Après avoir fait ça géré une maison, au fait, pendant 10 ans, je me suis dit, j'ai le goût de me redécouvrir et tout ça. Et je me suis inscrite au doctorat en technologie éducative. En 2018, j'ai commencé en 2019. À partir de là, de 2018 à 2019, j'ai commencé à appliquer à plusieurs concours. J'ai développé un jeu sérieux de cartes que j'ai finalement amené en ligne. Et à partir de là, j'ai eu une bourse de Google for Women Entrepreneurs qui m'a permis de participer à Afrotech. Puis de Afrotech, après, j'ai été sélectionnée parmi 100 producteurs de contenu par Facebook Oculus Launchpad. Donc, ils m'ont amenée à San Francisco dans les bureaux de Facebook où ce que j'ai pu apprendre, c'est quoi la réalité virtuelle. Back then, Facebook venait d'avoir acheté les casques Oculus. Puis là, ils se disaient qu'ils vont révolutionner le monde et qu'ils vont pouvoir tout changer avec la réalité virtuelle, mais c'était encore tôt. Donc, à un moment donné, ils ont vite réalisé qu'il fallait amener des développeurs de contenu pour pouvoir développer pour ces casques-là, pour le magasin Oculus. Donc, moi, j'ai été chanceuse parmi ces 100 personnes-là. On nous appelait les evangelists of virtual reality.
Puis, à partir de là, j'ai créé, au fait, la première version, la version alpha de la plateforme Cogni. Nice, super. Manuel? Oui, j'ai une histoire un peu différente. On est à Montréal en ce moment, comme tu disais, mais je viens à la base de Guadeloupe, qui est une île dans les Caraïbes française. Et j'ai décidé, en fait, lors de ma décision de partir pour mes études, de ne pas aller en France, comme font la majorité des Antillais, mais de plutôt rester sur le même time zone. Donc la Guadeloupe et Montréal sont sur le même time zone, donc c'était parfait. Ma maman voulait pas trop me laisser partir. Et je suis venu faire mes études pour mon master en computer science. À la base, j'étais bon à l'école dans tout ce qui est scientifique, mathématiques, etc. Mais mes deux parents sont artistes et professeurs d'art. Donc, j'ai eu envie de toucher un petit peu à ce côté artistique en partant dans une école de design. Bon, il s'est trouvé que je me suis trompé d'école. Et l'école dans laquelle j'allais, c'était principalement du développement, de l'administration système, du réseau, un petit peu d'ethical hacking. Donc, ça m'a quand même donné les bases de l'engineering, ce qui a été très intéressant. Et quand je suis venu ici, j'ai juste fait en sorte que tous mes stages, toutes mes internships étaient toujours dans des compagnies qui tournaient autour du design et dans des rôles de designer. Donc, je commençais un petit peu avec du graphic design, j'ai navigué ensuite vers le web design et plus récemment dans le UX design. Et autour de, on va dire, 2016-2017, j'ai eu la chance de rejoindre en tant que consultant IBM à Montréal et de leader en fait le département de XR du Canada parce qu'en fait, il n'y avait personne qui, comme disait Emmanuela, croyait vraiment dans cette technologie à l'époque. Et moi, j'étais complètement passionné au point de m'en faire des tattoos même. C'était assez fou, en fait. Tout le monde me prenait pour un fou. J'étais toute la journée en train de faire des designs sur Blender ou Unity. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais déjà intéressé par la création virtuelle de mondes virtuels. Donc, j'ai un petit peu continué mon parcours, travaillé comme research designer en UX, spécialisé dans tout ce qui est haptics, donc le sens du toucher, et le XR, jusqu'à ce que Covid nous frappe. La compagnie, malheureusement, n'allait pas dans la direction que je voulais. Donc, j'ai commencé à appliquer un peu partout. Et là, maintenant, je suis chez Unity, où je manage une équipe de designers dans tout ce qui est UX et XR, dans le monde des digital twins. Donc, c'est exactement dans le thème de la discussion d'aujourd'hui. Super. Donc, on est les bonnes personnes, je pense. Donc, avant de commencer, je pense que vous vous posez une question, ben, c'est quoi du XR, c'est quoi du VR, c'est quoi le Web 2, c'est quoi le Web 3, c'est quoi le Metaverse? Donc, beaucoup de mots, de buzzwords qu'on entend tout le temps. Donc, Manuel, peux-tu nous démystifier un peu XR, VR, Ouais. Web 2, Web 3, Metaverse? 100%. En fait, il y a une façon assez simple de mettre ça en place. Je le vois un peu comme un spectrum. Si on avait un slider, on parlerait en fait de AR, donc qui veut dire Augmented Reality, réalité augmentée. Vers le milieu, on aurait Mixed Reality, MR, et sur la fin, VR, Virtual Reality. Et en fait, si on navigue dans ce slider, AR, c'est tout ce qui nous permet en fait, d'afficher du contenu 3D, un peu comme dans Pokémon Go à travers notre téléphone, tout en gardant le reste de notre environnement physique et de pouvoir continuer à naviguer dans le monde réel dans lequel on est. Par contre, quand on part dans le VR, c'est l'immersion totale. Il n'y a plus aucune partie de notre monde réel. Et tout ce qu'on voit, c'est des environnements virtuels. On a peut-être un avatar, on est même nous-mêmes dans ce monde. Et au milieu, Mixed Reality, c'est un peu vers où se tourne Meta, Facebook, etc., grâce à l'Oculus Quest. Parce qu'il y a une capacité, en fait, de faire un pass-through. C'est une technologie qui permet, à travers le casque, de quand même avoir des caméras infrarouges qui capturent l'environnement réel. Et on est exactement entre les deux, entre AR et VR. C'est-à-dire qu'on affiche du contenu virtuel, on est capable de nous-mêmes être dans ce monde virtuel, mais on voit un petit peu de la réalité. Puis j'ajouterais même à ça le volet humain. Donc, tout ce volet humain, l'interaction entre l'humain et la machine qui est générée par l'informatique. Au fait, tout ça sans le contact humain, là, c'est pas juste que ben là, tout est rendu informatisé, c'est vraiment l'humain qui prend encore un grand rôle central dans toute cette machine. 100%. Puis je pense, on est à Montréal, je pense que ça vaut la peine pour nous de parler un peu de comment est-ce que Montréal, ça place un peu dans le monde du VR, du AR, même du AI. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'adéquation un peu entre la technologie et la créativité ici à Montréal? J'adore cette question parce qu'en fait, c'est une des raisons pour laquelle je suis encore à Montréal. Tout le monde me dit, mais Manu, avec tout ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas à la Silicon Valley ou même en France, en Europe, où il y a beaucoup de compagnies qui sont dans ce monde-là? Et en fait, Montréal, je trouve, un endroit très unique. Même au sein du Canada, il y a beaucoup de personnes qui diraient Toronto. C'est un petit peu l'équivalent de San Francisco aux États-Unis. Alors qu'en fait, Montréal, on est un endroit très particulier. Le fait qu'on ait encore la langue française, on a l'esprit entrepreneurial. Il y a énormément de startups et de compagnies dans le monde du AI, de la technologie. Unity a leurs locaux les plus grands à Montréal.
Ubisoft, le monde du jeu vidéo, on connaît, EA, il y a énormément en fait de compagnies, Square Enix, qui sont à Montréal. Et en même temps, il y a un volet très humain, artistique, l'approche à la nature, l'approche à tout ce qui est créatif, qui se retrouve en fait dans une jonction parfaite entre technologie et art. Et donc même au niveau de la musique, les conférences, on le voit aussi avec les centaines de festivals qu'on host chaque année, un petit peu moins maintenant avec Covid. Donc je trouve en fait qu'au fil des années, Montréal s'est un petit peu démarqué du reste du marché en fait tout simplement, et que c'est un endroit parfait pour les gens pour lancer leur compagnie ou rejoindre des compagnies dans ces domaines-là. Ouais. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de subventions qui sont disponibles à Montréal. Je pense qu'on a des institutions gouvernementales qui réalisent qu'on a un point différenciateur et qui veulent investir là-dedans. Donc c'est sûr que c'est une belle opportunité pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui a une idée de s'investir ici. Et je pense aussi que c'est super drôle parce que la majorité des compagnies vivent sur le même périmètre, là, littéralement dans le même quartier. Toi, Emmanuela, est-ce que tu as vu des différences un peu entre ton parcours à l'extérieur du pays puis ici à Montréal? Je te dirais qu'au point de vue du XR, de la réalité virtuelle et tout ça, on est à nos débuts ici, malgré que depuis que j'ai commencé, ma compagnie maintenant, ma start-up, elle fait partie d'un accélérateur. Puis à partir de là, j'ai pu commencer à rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu, comme Manuel il est ici, puis je pense que je l'ai rencontré la première fois en ligne. Il y a un groupe qu'on a créé qui est Blacks in XR, puis c'était ma copine de Launchpad qui m'a dit Listen, I'm creating this group, that's enough, we're gonna be all Blacks in XR. Yeah. Puis là, j'ai dit Great, OK. Puis là, à un moment donné, on était toutes là-dedans, puis là, je vois quelqu'un de Montréal, je suis comme Who's this? Yeah. Puis là, il me dit ben, je suis Manuel, puis je regarde son profil, puis je suis à Montréal, je suis comme Oh my God! Il y a quelqu'un à Montréal, mais à part de ça, des personnes de ma couleur, j'en connaissais pas. Mais d'autres personnes de race blanche, j'en ai rencontré à Silicon Valley, où il y a Mathieu que j'ai rencontré qui est en éducation et une autre personne que j'ai rencontrée qui vient de Montréal, mais qui habite en Europe. Puis c'est tout. Donc, puis lui, il a créé une arcade en France. Okay. Donc, puis on était là-bas, on jasait ensemble, on avait du fun. Puis quand on est revenu, on s'est rencontrés, on est encore en contact. Mais je suis très contente maintenant de voir que il y a autant, ça grandit. Ça grandit pas juste, on n'est pas autant minime que je pensais. Là. Ça, c'est le fun. Puis je pense qu'avant qu'on rentre dans un peu plus les opportunités et les challenges dans la metaverse, je pense que c'est important de noter que tu n'as pas besoin de coder nécessairement pour avoir une idée dans le metaverse. Je pense qu'Emmanuela est le meilleur exemple. Elle ne code pas. Moi, je suis une instructional designer. Donc, moi, j'ai appris à créer des curriculums. Donc, si un professeur qui veut amener... j'ai travaillé beaucoup dans la transformation numérique. Donc, j'ai travaillé avec des organisations comme McGill, dans des projets de recherche, un projet L'Envers. Et pour les personnes âgées qui utilisaient un petit capteur de chute, donc les personnes qui ont des difficultés par rapport aux chutes. Donc, je coordonnais les Living Labs. Mais après, puis aussi en éducation, l'école en réseau. Mais à part de ça, je ne code pas, là. Je fais la conceptualisation, comme je disais tantôt. Il me semble que je voudrais un environnement qui a ça, puis la personne, l'humain, je veux que quand il rentre dans cet environnement-là, voici les sentiments qu'il doit avoir, les émotions, et au niveau de la motivation intrinsèque, c'est tout ce qui est à l'intérieur, puis tout ça, puis au niveau de la motivation extrinsèque, c'est quand dans les jeux, quand tu vas regarder toutes les tokens. J'ai gagné, j'ai réussi à aller à l'autre niveau, mais tous ces tokens-là, puis tout ça, quelqu'un comme moi va créer la mécanique de tout ce que tu vas pouvoir mettre en interaction. C'est énorme et je crois que c'est là où on s'est tout de suite connecté quand on s'est rencontrés la première fois. Parce que les thèmes de digital transformation, emotional design, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la transformation numérique. Quand je travaillais chez IBM, c'était pareil, c'était des clients qui, si on réfléchit un petit peu, c'est des industries qui sont un petit peu peut-être moins technologisées. Par exemple, je travaillais pour la SAAQ et repenser comment les gens font leur permis de conduire. Et on se dit toujours, on arrive avec nos grands chevaux, on veut absolument venir et appliquer du VR, du AR, mais le mot metaverse veut dire l'évolution de l'Internet 2.0, qui est ce qu'on a maintenant, qui est l'ère mobile, qui a fait partir Internet du desktop, assis derrière son écran pour arriver dans nos téléphones.
le metaverse, c'est un petit peu l'évolution de ça, mais ça ne touche pas que au AR et au VR, ça touche à l'IoT, le fait qu'on ait des Apple Watch, le fait qu'on puisse avoir des sensors dans des appareils, qu'on puisse avoir une serrure automatisée dans sa porte, dans sa maison. Tout ça fait partie du metaverse et on fait rendre le monde tactile et en fait, la data en fait, accessible depuis n'importe quel objet normalement non animé. Mais du coup, pour que ces expériences-là soient fluides, qu'elles soient fonctionnelles, qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment naturel qui se passe, on a besoin de personnes comme Emmanuela pour un petit peu rentrer ces mécaniques qui viennent en fait dans l'expérience utilisateur. Et il faut justement réfléchir au-delà de la machine et repenser humain, parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à refaire. Oui, exactement. Puis moi, au fait, dans le volet, le fait que mon bagage était en santé mentale, puis là, santé mentale et éducation, pour moi, ça va ensemble. Si tu ne vas pas bien, normalement, tu as des difficultés à l'école, dans tout ce que, mais pas juste à l'école, mais dans tout ce que tu fais dans la vie, là, au fait. Puis moi, je voulais vraiment amener ce volet-là au niveau de la réalité virtuelle, du XR, la réalité augmentée, parce que pour moi, c'est comme un outil. Au fait, c'est un outil, c'est une exploration pour pouvoir amener les gens à faire face à des comportements plus rapidement. Mais comme tu parlais, au niveau de la metaverse, il y a aussi des difficultés, des limites. Ouais. Tu sais, je regarde en développant ma plateforme, mes barrières à moi présentement sont la sécurité, la protection des données. Donc, je vis au Canada, donc au niveau du Canada, il y a tout le volet PIPEDA. Donc, toutes les données qu'on va récolter des personnes, comment qu'on va le storage, là, comme... Comment on va... Oui, je comprends. Comment est-ce qu'on va loger les données, où qu'on va les mettre? Exactement. Accès aux données. Ouais. Exactement. Puis aux États-Unis, nous autres, on compte aussi aller aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est IPA. Puis en Europe, j'ai oublié, c'est GR something. C'est toutes des règles différentes. Exact. C'est toutes des règles de conformité différentes. Et encore là, dépendant de la province que tu es, bien, il y a d'autres règles au niveau de comment tu protèges. Donc là, je suis contente qu'au Québec, c'était pas trop clair avant comment on doit se diriger en tant que développeur. Donc présentement, il y a, je pense, il va y avoir un ministre au niveau du numérique. Technologie numérique. Oui. Donc ça va être très bien, puis ça va pouvoir nous donner des lignes directrices par rapport à où est-ce qu'on se dirige en tant que développeur québécois. Donc ça, je trouve ça super intéressant, mais il y a aussi le volet social. Ouais. Donc, au point de vue de l'éthique, on a la protection des données, on a aussi le volet social qui, lorsqu'on le regarde, la réalité virtuelle, c'est bien, mais ça rapproche tellement de la réalité de la personne qui peut avoir des effets pervers. Donc, les personnes qui l'utilisent, il peut avoir des traumatismes aussi. Il y a une université aux États-Unis, à New York, qui a fait des recherches par rapport justement aux personnes de race noire qui se font suivre par la police. Donc, ils ont créé un environnement virtuel où ce que là, la personne se promène, comme dans la vie de tous les jours, et là, elle se fait suivre par une personne en 3D, par des policiers. Ils ont fait tester cette expérience par des personnes de race blanche. Et les personnes étaient effrayées, même après avoir retiré leur casque. Parce que c'est ça que ça amène, l'effet de l'immersion, puis tu sais, l'immersion en 3 DOF, là, comment je veux dire? Liberté. Oui. C'est en fait DOF, c'est Degrees of Freedom. Exactement. Donc, il y a 3 puis il y a 6. Donc, c'est sûr que si tu mets un casque de haut de gamme, comme les Oculus Quest, les Oculus Rift, là, tu es en 6. Tu sais, degré de freedom, de liberté. Mais si tu mets un casque comme les cardboard puis tout ça, tu es plus en 3. Là. Ta vision n'est pas trop élargie. Tandis qu'en 6, puis en plus, tu te fais poursuivre par un policier, tu sors de là, tu as encore ton cœur qui bat. Et ça va te prendre du temps avant de pouvoir te reconnecter avec ton environnement réel. Donc, d'où l'importance de faire attention à qu'est-ce qu'on met là-dedans. Puis... C'est énorme que tu parles de ça parce que en rentrant dans le domaine du XR il y a plusieurs années, la première chose que j'ai fait, c'était des études dans le UX du XR, avant même de penser 3D, comment designer ou même développer, parce que je code pas vraiment, j'ai des notions de coding, je suis capable de faire un peu de programmation, mais ce n'est pas mon métier c'est le design puis le UX à la base. Et la première chose que tu apprends dans le XR, c'est le sentiment de présence, comme disait Emmanuela. Il est important, tu dois faire en sorte que les gens n'aient pas de motion sickness,
que quand il rentre dans un environnement complètement différent, que ton cerveau, il est dans une boîte noire dans ton crâne en ce moment, et tout ce qui lui permet de dire que le sol est stable, que tu es en face de moi, que je vous sens présente, c'est les capteurs sensoriels de mes organes, de mes yeux, de mes sens. En VR, on fait une illusion optique, on fait une illusion sonore et on fait une illusion tactile. Donc, il faut prendre soin des personnes qui ne sont pas forcément tech-savvy, comme tous les jeunes de nos jours qui n'ont aucun problème avec TikTok et les jeux vidéo. Quelqu'un comme ma grand-mère, si je lui mets un casque de réalité virtuelle, il y a un risque qu'elle puisse tomber à la première seconde d'utilisation. Donc, on parle du sentiment de présence dans les 5 premières secondes de l'immersion sont importants. Et la deuxième partie, comme disait Emmanuela, c'est que peu importe de qui on parle, leur genre, leur culture, leur background, ils vont générer de l'empathie. Il y a un niveau d'empathie qui se crée et ça n'a pas besoin d'être du AAA, graphique 3080p. Non, c'est même avec quelque chose de stylized, de render, de low poly, on peut avoir la sensation que quelqu'un est en face de nous, même si c'est du AI et que c'est de la 3D. Et donc, ce genre d'exemple, je l'avais testé justement à C2 à Montréal il y a 3 ans, je pense. Ils avaient ramené l'expérience justement du chasing. Qu'est-ce que ça représente d'être un noir assis au fond du bus en 1940? Puis toutes ces choses-là, et les personnes qui testaient ça disaient, ben effectivement, je ne peux pas dire que je reconnais exactement ce que ressent une personne noire, mais maintenant, je me sens beaucoup plus empathique envers le concept du racisme et la peur. C'est trop intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un collègue, là, justement, que j'ai rencontré en Californie, mais il ne vient pas de la Californie, c'est un professeur. Puis lui, il a créé un environnement pour revivre les derniers jours de Martin Luther King. Okay, Wow. Oh mon Dieu! Puis c'est gratuit là, dans Oculus Store. Donc là, tu vas là-dedans, puis tu sais, c'est les mains. Okay. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est les mains, et puis toi, tu navigues. Donc tu ne vois pas l'avatar, puis dès que tu arrives, là, c'est un camion, un garbage truck qui recule. Tu entends le son, puis là, ton cœur, il bat. Puis à un moment donné, tu vois l'hôtel où ce qu'il était, puis tu vois les papiers comme si qu'il préparait son speech. Wow. Les émotions qui montent dans cet environnement-là sont énormes. Puis il a gagné plusieurs prix pour cet environnement-là, mais d'où, tu sais, l'important justement que ça peut t'amener comme « Oh mon Dieu », puis tu peux pleurer, Oui, fait, tellement que tu 100%, vis l'émotion. Parce que les composantes, au fait, quand on pense réalité virtuelle, tu sais, il y a différentes composantes. Il y a l'adoption. Donc, quand on vient, est-ce que c'est pour nous? Donc, premièrement, se questionner, c'est pas pour tout le monde. On peut avoir des malaises. Si tu as le mal de transport, c'est pas la meilleure technologie pour toi. D'où l'importance, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon par rapport, on peut l'utiliser avec le desktop, avec le PC, et on peut l'utiliser aussi tablette, téléphone cellulaire, surtout pour la réalité augmentée. Et on peut l'utiliser avec les casques haut de gamme, où ce que là, tu es immersé au bout. Donc, composante de l'immersion, présence, comme tu as dit, et interaction. Donc, l'interaction avec les autres personnes. Des groupes d'élèves, par exemple, qui vont en immersion pour un cours d'histoire. Donc, moi, dans ma recherche que je dois faire, là, bientôt, je dois commencer. Donc, ça va être sur l'impact, justement, mais l'utilisation plutôt, l'utilisation et l'apport de la réalité virtuelle pour des fins d'engagement comportemental. Donc, on parle de comment les élèves participent, comment qu'ils s'impliquent. S'ils sont en réalité virtuelle puis qu'on met un objet d'apprentissage, comment qu'ils peuvent s'impliquer, comment qu'ils s'engagent dans les différentes tâches comparativement à si on utilise un modèle traditionnel en salle de classe, papier, crayon, puis tout ça. Oui, qui ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, hein, je pense qu'on le sait. Puis juste pour toucher un peu plus, parce que je sais que ta plateforme touche à la santé mentale. Donc, comment est-ce que la réalité virtuelle peut venir, peut venir informer et aider ce processus-là de toi devant un thérapeute ou de recherche de santé mentale? Bien, l'idée, justement, de créer une plateforme en santé mentale m'est venue par rapport à... Moi, j'ai fait des... Je ne suis pas thérapeute, mais j'ai été intervenante pendant longtemps et j'ai travaillé... Au fait, je suis conseillère pour le gouvernement, les employés du gouvernement fédéral pour un service PAE. Temporairement, à temps partiel. Donc, dans mon rôle, au fait, c'est d'amener les gens à avoir un certain sentiment de bien-être. Donc, la plateforme, au fait, notre but, c'est vraiment de soulager la douleur psychologique et d'améliorer le bien-être. Donc, comment qu'on fait ça avec la réalité virtuelle? Pourquoi la réalité virtuelle? Je ne voulais pas tout de suite me dire, OK, bien, je vais mettre plein de personnes en réalité virtuelle puis ils vont se sentir mieux. Je ne pense pas que c'est réaliste, mais
on commence par le modèle traditionnel, que ce soit en bureau. Tu viens me voir dans mon bureau ou tu vas voir une thérapeute dans son bureau. Et là, par la suite, la thérapeute va décider bien, à quel moment où ce que je pense que cette personne-là pourrait bénéficier de l'outil qui est la réalité virtuelle, d'un environnement virtuel. Donc, on a des environnements virtuels pour la thérapie individuelle, la thérapie de groupe, qui peut aussi, l'avantage de la thérapie de groupe, c'est qu'on pourrait mettre un avatar, c'est thérapeute, qui va faire le moment initial de la thérapie pour justement, parce que pour pallier aux problématiques, on a des grosses problématiques, on est en COVID, il y avait des problématiques dans la santé avant COVID, il y a des problématiques encore pires dans COVID, puis ça va perdurer après COVID. Donc, au niveau de la plateforme, on veut utiliser différents outils technologiques pour améliorer l'accessibilité et en plus soutenir les personnes. Donc, pour répondre à ta question, comment qu'on fait ça? Bien, il y a Exposure Therapy, beaucoup de recherches. Je fais partie du consortium de Stanford. On se rencontre une fois par mois. Puis, c'est des psychiatres, des psychologues qui ont déjà adopté le comportement souhaité, qui est d'utiliser la réalité virtuelle dans leur thérapie. Et on discute de comment ils utilisent justement la réalité virtuelle. Comment qu'ils l'utilisent avec leurs clients, qu'ils ont des phobies sociales, qu'ils ont des peurs, différentes peurs, ou pour la thérapie narrative. Donc, this is my story, je viens vous rencontrer parce que je veux faire face à un certain aspect de mon histoire. Et là, moi, je t'amène dans un environnement qui te permet de revivre certains éléments de ton histoire. Mais c'est toi le guide. Tu décides c'est quand tu avances, tu décides c'est quand tu recules, tu décides c'est quand je retourne en vidéoconférence et tu décides c'est quand je retourne dans le bureau. Tu enlèves le casque puis tu parles avec la thérapeute en face à face. Un peu pour faire un parallèle, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches avec les psychédéliques. Où est-ce qu'on va te mettre, exemple, dans une... Surtout, ils font ça avec les personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'armée. Ils vont te mettre dans une salle, tu vas prendre, exemple, du MDMA ou quelque chose, mais tu vas être supervisé là, par un thérapeute. Puis, tu vas revivre un peu ton trauma. Fait que c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec la technologie. 100%. Ça, c'est ça l'exposure therapy. Oui, OK. C'est exactement ça. La thérapie par exposition, il y a des recherches qui se font au Québec, à l'Université de Trois-Rivières, je pense, si je me trompe pas. Ils ont un beau lab pour ça. J'ai un livre, justement, à la maison, qui a été écrit par un docteur québécois sur l'exposure therapy. Puis, il y a beaucoup de recherches qui se fait à Stanford. Fait que ça s'en vient, en gros. Ah oui, oui. Mais je pense que, tu sais, juste un autre petit disclaimer pour vous. You're not late. Non. Tu sais, on est très, très early. Je sais qu'on a des personnes qui ont été dans le monde depuis quand même assez longtemps et qui ont développé une expertise et tout, mais je pense qu'on est encore au début du metaverse puis au début de toutes les technologies. Là. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Oui, en fait, la plupart des personnes dans le milieu, quand ils essaient d'exposer nos roadmaps de vers où on s'en va, quand est-ce qu'on va enfin parler du metaverse au point où ma mère va comprendre c'est quoi le metaverse. On parle de 10 ans, là. C'est-à-dire en 2030, c'est un peu la target pour toutes les compagnies, de se dire, là c'est 2022, limite, on est même trop en avance, pour être honnête. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que disait Manuela, c'est qu'à n'importe quel moment, c'est basé sur l'expertise du thérapeute de choisir quand utiliser la technologie pour aider quelque chose qui est déjà standard, qui est déjà le processus actuel. C'est vraiment un ajout, un surplus. C'est pour ça qu'on parle d'augmentation de la réalité, parce qu'on ne remplace pas la réalité. On veut juste la rendre meilleure à travers les technologies, comme les téléphones sont venus dans nos vies. Bon, après, il y a des abus et c'est un outil, donc comment les gens l'utilisent, c'est là où c'est important. Comment c'est régi aussi, je pense. Et comment c'est régi. Les lois ne sont même pas encore faites, ne sont même pas vraiment établies. Tout ce qui est autour de l'éthique, de la responsabilité écologique, de l'aspect social, on réalise que maintenant, peut-être après 20 ans, les effets de Facebook, on l'a vu avec Cambridge Analytica, avec Instagram et compagnie. Au-delà du fait que la compagnie réalise leurs problèmes et les améliore, mais le vrai danger et les vraies répercussions, on ne les voit que très tard. Donc c'est pour ça que quand il s'agit de tout ce qui est le VR et le AR, je ne pense pas du tout que n'importe qui se dise « je suis en retard » soit dans le bon. Il faut plutôt se dire « c'est maintenant que c'est le bon moment de se renseigner, de commencer à s'immerser là-dedans ». C'est sûr que nous, on y est depuis longtemps par passion, mais ça va affecter toutes les industries, que ce soit les gouvernements, l'éducation. Ma partenaire est professeure et à chaque fois qu'elle me voit mettre le casque et être dans des conférences, dans des meetings, elle se dit qu'est-ce que ça serait d'imaginer le futur de l'éducation avec des enfants plus immersés, qui se sentent plus intéressés par leurs cours, qui peuvent
peut-être apprendre les atomes en prenant les atomes comme ça, puis en les associant, Exactement. plutôt que lire des livres de façon traditionnelle. Donc, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que quand que je commençais, il y a comme 2018, moi, je suis sortie des États-Unis, puis je suis revenue avec mes casques. Là, Facebook m'a donné tous les casques. We want you to go build for us. Tu sais, ils ont dit, tu vas avoir besoin de ça, tu vas avoir besoin de ça. Tiens, retourne chez toi. Puis joue avec ça. Et joue avec ça. Donc, je reviens avec mes casques, puis là, je m'amuse à faire des photos. Puis je mets ça, je pose ça. Donc, les gens devaient dire, « Hey, cette fille-là, c'est quoi qu'elle fait? Ta santé mentale, là, elle a un casque dans le visage. » Ben, the time is now. Tu sais, Ben oui, vraiment, là, à la fin de la journée, tout le niaisage que je faisais avec mes masques, mais je savais pas qu'ils allaient changer pour un metaverse. Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé à développer, ils m'ont même dit que c'était trop tôt. Moi, mes environnements que je développe, il n'y a pas juste un environnement où tu fais une chose. Je veux que le thérapeute puisse être thérapeute, éducateur, peu importe l'utilisateur, qui puisse amener ses clients à travers différentes étapes. Donc, je me sens comme ça, mais dans la même place, je peux faire plusieurs choses en même temps. Donc, ma conception à moi du Metaverse, au point de vue de la santé et de l'éducation, c'est vraiment d'avoir un environnement où tu peux faire plein de choses, tant formation, tant au niveau du soulagement, du bien. Tu sais, Même ludique, hein? Ouais, Exactement. ben oui. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Ludique, donc les Exactement. jeux, l'amusement. Exactement. Ben oui, moi, je vois des gens sur Twitter Oui. qui ils font un workout, mais c'est plus vraiment un workout. Ils ont les lunettes Oculus, puis ils jouent à comme Darth Vader. Beat Saber, là. Je Je transpire à chaque fois. Après, ils disent c'est mon workout de la journée, puis c'est une façon vraiment différente de le faire, puis je trouve ça le fun parce que je suis immersée, puis je suis dedans, puis c'est cool. Fait que- Ouais. Oh, ouais, Beat Saber, forget it. On a des compétitions en famille où ce que ma jeune, on est là. Après, il y a mon mari qui y va, puis ma plus vieille, ma plus grande fille qui y va aussi, puis on fait des compétitions, puis tu as l'impression d'avoir fait un workout, mais comme intense. Ouais. Mais il y a même des compagnies spécialisées dans des workouts en ligne. J'oublie les noms là, mais avec une subscription, tu payes chaque mois comme tu payerais ton Peloton ou ton Apple Fitness. Puis tu vas avoir des cours en live avec un teacher qui va être dans l'espace avec toi. Puis toutes les personnes dans le monde qui sont connectées sont dans la même pièce. Puis les décors sont incroyables, sont imaginatifs. Donc tu te sens un petit peu plus intéressé que quand c'est comme le même set de 10 push-ups dans ton mur blanc chez toi. Surtout en ce moment, tu sais, là, nos gyms sont fermés. Ils sont fermés, nos gyms. Ils ont été fermés pendant longtemps, puis il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés que ce soit fermé. Bien, imaginez si tu pouvais faire ton Oculus avec tes amis, puis tu es chez toi, mais tu es avec ton ami, comme si, ou même avec quelqu'un qui est dans un autre pays, puis vous pouvez transpirer ensemble. Il y a ce côté connexion, je trouve, qui m'a beaucoup intéressé au début. C'était comment connecter des personnes qui sont à des endroits différents dans le monde et leur faire avoir une expérience réelle. Et il y a toujours eu ce concept de handshake. Le jour où on va pouvoir faire un handshake virtuel, mettre sa main à travers l'écran et serrer la main de quelqu'un, parce qu'on va s'entendre. La Zoom, c'est intéressant, c'est heureux qu'ils aient existé pour nous aider pendant le COVID. Mais dès que tu dépasses 20 participants et puis qu'il y a une page suivante pour voir les autres personnes, tu perds un petit peu le côté intéressant. C'est pour ça que là, avec la plateforme, on est tous ensemble en même temps, on voit le live, c'est super intéressant. Mais le flat screen, il manque un sentiment de présence, il manque une immersion. Et c'est pour ça que je suis très content de voir qu'il y a des personnes de toute industrie qui s'intéressent à ça, parce que ce n'est pas que les jeux vidéo qui sont intéressants dans le VR. Il y a, comme on le voit avec la santé mentale, mais l'éducation, le sport, et de pouvoir utiliser les mécaniques de jeux vidéo, la gamification justement qui permet de rendre les expériences plus intéressantes. On peut rendre des activités mondaines, peut-être même boring, à nouveau hype, à nouveau intéressantes, et rechercher justement des nouvelles mécaniques, des nouvelles interactions, des façons en fait d'intéresser les gens et de leur apporter une valeur. Parce que le but n'est pas juste de faire pour faire. Si ce n'est pas pour eux, c'est correct, mais comment on peut augmenter l'expérience? Mais surtout le niveau de flow. Je ne peux pas prononcer le nom du chercheur là, qui parle du flow, là, mais peu importe l'expérience, que ce soit le jeu sérieux ou le jeu juste par pur plaisir, là, il faut avoir dans le flow. Il faut que tu puisses aller chercher dans l'utilisateur un niveau où il puisse dire « Oh mon Dieu, j'atteins un certain niveau, là, je me sens motivé, je dois continuer. » Puis c'est ce niveau de flow qui fait en sorte que des fois, la personne revient. Ouais. Tu sais quoi, ça me fait penser au film de Pixar, Soul. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il faut absolument le voir. C'est sur un chanteur de jazz il y a un accident, puis il devient une âme.
Puis dans le monde des âmes, il y a plein de petites âmes qui ne sont pas encore assignées. Et en fait, c'est des petits bébés qui grandissent dans cette espèce de paradis au-dessus de la planète. Puis quand ils sont prêts et qu'ils savent qu'est-ce qui leur passionne, on les lance sur la planète Terre et ils sont intégrés dans un nouveau bébé qui va naître. C'est un film super intense. Au début, je pensais que c'était juste sur le jazz. Ça n'a rien à voir avec le jazz. Mais en fait, un peu quand même. Et puis, il y a ce côté passion qui ressort quand le chanteur de jazz retrouve sa passion et puis tu le vois en train de faire du piano. Et au bout d'un moment, là, il est dans sa musique. Puis tu vois, quand un musicien commence son set, il oublie les gens autour, il oublie les caméras, il oublie tout, il est dans le flow. Et comment justement arriver à créer une mécanique de jeu ou une expérience virtuelle, ça prend des UX designers, ça prend des game designers, des personnes qui ont l'habitude de faire des films, de faire des jeux et d'apporter cette composante d'immersion dans le reste des industries. Puis ça, c'est important parce que c'est pas juste pour des personnes spécifiques. Non, c'est ça. Que ce soit la mère au foyer, sincèrement, là, c'est pour tout le monde parce qu'au fait, le développeur de contenu, là, son contenu, c'est sa réalité. Exact. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une grande variété, une grande diversité de prestataires de contenu parce que notre réalité n'est pas nécessairement la même qu'une personne qui habite au Silicon Valley puis qui a 45 ans, qui est un homme blanc. Fait que, tu sais, il faut pouvoir être capable de faire ça. Puis un autre parallèle que je trouvais cool, c'est que, exemple, moi, j'ai ma sœur qui a 15 ans, qui étudie pour son examen d'histoire et elle lit littéralement un manuel qui lui dit qu'est-ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Puis je me dirais, bien, si elle était un général, exemple, puis elle avait les lunettes Oculus, elle devait prendre des décisions, elle apprendrait beaucoup mieux et ce serait beaucoup plus intéressant. Fait que, revivre les moments marquants de l'histoire en live, exactement. la pression. Un peu comme le MLK, là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis c'est ça, ma recherche, c'est sur ça. Puis en plus, c'est sur un cours d'histoire parce que c'est plus facile, au fait. Je suis apprenti-chercheur, là, quand même. Donc, ça va être plus facile de développer sur cette facette-là. Donc, l'histoire et l'univers social. Donc, on va le faire vraiment pour le deuxième cycle, pour les élèves, justement, qui sont désengagés ou sous-performants. Mais dans un cours d'univers social, parce que ça va être super, tu sais, je vais pouvoir me laisser aller, là, au fait, pouvoir développer en fonction de ce qu'ils ont appris dans les livres. Mais là, c'est sûr qu'un groupe va pouvoir être entre un modèle traditionnel, puis l'autre groupe va pouvoir justement commencer à découvrir et émettre aussi des actions citoyennes. Donc, on est dans un cours d'histoire, mais maintenant, je pense que le nouveau curriculum avec l'univers social, ils ont combiné histoire-géographie et éducation citoyenne. Donc là, OK, il s'est passé ça dans le monde il y a, je ne sais pas, X années. Bien, aujourd'hui, moi, je suis un avatar dans cet environnement-là. Voici comment je vais faire ma marque. Et comment je pourrais changer certaines facettes de l'histoire. On peut faire ce qu'on veut, là, vraiment. Là. C'est extraordinaire. Pour moi, là, j'adore. Avant... On sent la passion et l'excitation. Oui, non, mais c'est ça que j'aime. Tout est aromatique. Il y avait un autre enjeu un peu que je voulais discuter, puis c'est l'enjeu écologique. Donc, on entend beaucoup gas fees, on entend que les serveurs, exemple, là, il fait froid à Montréal, Hydro-Québec nous demande de ne pas utiliser les serveurs pour miner de l'Ethereum. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux écologiques qui sont liés à ça? Ça me touche beaucoup comme sujet parce que là, il y a une espèce de guerre informatique sur les réseaux entre les artistes qui décident de parler d'NFT puis ceux qui ne veulent pas en parler. Il y a en fait une vraie désinformation et un manque d'éducation sur le sujet. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était technologie blockchain, cryptocurrency et compagnie, c'était bien avant le hype du terme NFT qui arrivait autour de l'année 2021. On parle de 2017, là, au début de ma carrière à IBM, qui sont d'ailleurs en train de créer des quantum computers pour faire gérer leurs serveurs et les services de blockchain et puis toute la technologie autour de ça. Mais effectivement, pour faire fonctionner ces machines, ça prend des machines et ça prend de la consommation électrique qui, effectivement, pollue. De la même manière que prendre sa voiture pour aller rouler jusqu'à son studio pour faire de la peinture traditionnelle, ça coûte du gaz, ça coûte d'acheter de la peinture avec des boîtes en plastique. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que ce modèle pollue plus qu'un autre, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ce modèle. Et par exemple, dans les artistes qui sont dans le monde du NFT, il y a eu toujours cette espèce de guerre entre sur quelle plateforme tu vas publier ton art, parce que cette plateforme a ce qu'on appelle un système de gas fees, qui est en fait le coût en fait, de minter, qui est en fait la publication d'un NFT. Ça coûte un contrat et ce contrat va effectuer certaines transactions sur des serveurs qui effectivement peut être plus ou moins cher, dépendamment de la plateforme qu'on choisit. Ethereum a toujours été pointé du doigt parce que dans leur version 1,
effectivement, c'est très élevé. On parle de gas fees qui peuvent parfois aller sur des triple digit numbers, alors que des plateformes comme Solana ou Tezos, qui commencent maintenant enfin à un petit peu plus être connues, ont des gas fees minimes, on parle de cents de dollars. Donc, effectivement, toute transaction sur Internet, même juste hoster un site web traditionnellement au-delà de la blockchain, consomme. Google, si vous regardez leur coût en serveur annuel, juste pour vous assurer que google.com est toujours accessible en tout le temps, c'est extrêmement élevé. Et je me rappelle, il y a 10 ans, quand je faisais encore mon master, on parlait de l'availability d'une plateforme. C'était ça qui faisait qu'elle était plus ou moins successful. Google, par exemple, ils font tout pour que le site web ne soit jamais down, en permanence, Donc, on a un Facebook un peu comme ça. Right? Ouais. Imaginez-vous, là, vous cherchez quelque chose sur Internet et vous tapez Google, puis ça ne fonctionne pas. Vous faites quoi? Vous allez appeler vos amis et dire hey, « ça fonctionne pour toi, Google? » C'est la première chose que vous faites, right? Parce qu'on a l'habitude que ce soit toujours disponible comme si c'est magique, c'est dans le ciel. Mais on oublie que tout a un coût. Et donc, pour moi, c'est la discussion autour de l'aspect environnemental et écologique des NFT, c'est un peu un non-débat. Je préfère avoir un débat sur que vas-tu faire avec les NFT. Vas-tu lancer un projet qui peut-être va être sur un point de vue de sensibilité sur l'écologie. Et ça, c'est ce que je fais en ce moment. À côté de mon rôle de manager et de designer à Unity dans le monde du XR, j'ai aussi cette espèce de rôle UX et 3D freelance dans lequel mon art essaie de toucher à tous les concepts autour de la nature, le biomimicry, l'architecture écologique, comment repenser en fait des univers qui ne sont pas forcément toujours cyberpunk, dystopiens, où il y a toujours des gaz et tout est dark et méchant. Non, on peut penser à un futur un peu solarpunk où on a des maisons qui fusionnent avec des plantes, etc. Donc, comment justement recréer cet engouement vers la nature à travers les technologies? Wow! Une autre question. La libération de notre communauté, est-ce que ça peut passer à travers des mécanismes qui existent dans le metaverse? Tu sais, moi, je connais les DAO, fait que je ne sais pas si vous voulez nous expliquer un peu comment un DAO, qui est un Decentralized Autonomous Organization, peut comme nous aider un peu en tant que communauté. À 100%, mais on le voit déjà. Le simple fait qu'on soit dans ce monde, dans cet univers, fait qu'on a des connexions qu'on n'aurait peut-être même pas eues si on était dans le traditionnel. Mais au-delà de ça, comme tu disais, les DAO permettent de repenser en fait notre société. Là, en ce moment, tout est centralisé. On travaille avec des compagnies qui sont, comme tu le disais, principalement CEO, hommes blancs de la Silicon Valley, cisgender, white male. Puis, où sont en fait les noirs entrepreneurs dans tout ça? Quel est le rôle et quelle partie en fait de cette société qu'on possède? À moins que tu sois successful, que tu aies les bons handshakes, on est un petit peu dans le problème aussi du crab in the bucket, où la société noire en général a un manque de trust envers les autres et un manque de shake. Là, on a la chance d'être sur ce studio-là avec Never Was Average, qui est pour moi une représentation à Montréal d'une communauté forte qui veut s'entraider, peu importe le domaine. Et dans le metaverse, dans les sociétés qui travaillent dans ce domaine-là, dans la communauté autour des cryptos, dans les communautés autour de NFT, on retrouve en fait des artistes qui ont, par pure volonté simple, pas de faire de l'argent, mais de connecter avec d'autres personnes like-minded. Et ces communautés-là sont magnifiques, que ce soit des personnes sur Twitter, sur Discord, ou même en ligne sur des serveurs privés qui communiquent entre eux. Tu retrouves des discussions qu'on retrouvait il y a 20-30 ans entre artistes que malheureusement maintenant sur Instagram, c'est plus ce qu'on retrouve. Et donc, pour moi, le futur justement décentralisé va permettre, de retrouver le ownership personnel de l'individu au lieu d'une abstraction entreprise qui n'a même pas de visage, et de faire en sorte qu'individuellement, on puisse se reconnecter aux autres, qu'on puisse créer ensemble et faire notre argent ensemble en dehors du middleman. Puis c'est ça, toute cette interconnexion, puis collaboration, justement, je pense que là, ça va l'amener. Parce que je pense qu'une des problématiques qu'on a dans notre communauté, c'est la confiance. On ne se fait pas confiance. Donc, est-ce que... d'ailleurs, on vit à Montréal, on ne se connaissait même pas. Donc, je pense que quand j'ai parlé à Harry, j'ai dit, mais attends une minute, comment tu m'as trouvé? Il m'a dit, on a dû faire du chemin pour vous trouver. Puis ça, c'est pas normal. Je veux dire, tu sais, il y a quelque chose qu'on doit régler au point qui est plus profond. Je pense, en premier lieu, avant de pouvoir justement se retrouver, puis d'avoir du fun, puis de me dire que, tu sais, cette personne-là n'est pas là pour me faire du mal. Elle est là pour m'aider, au contraire. Parce que moi, quand je rencontre des personnes de d'autres communautés, ils sont vraiment là pour m'aider. Présentement, je fais partie d'un groupe
parce que je me concentre sur, OK, comment je vais amener cette plateforme-là au prochain niveau, c'est l'accélérer. Donc, Founder Gym, qui est encore là, c'est ça la problématique. Toutes les personnes qui me rapprochent ou qui m'offrent des opportunités pour amener ma plateforme dans un autre niveau sont aux États-Unis. Ouais. C'est clair, là, c'est à part de mon accélérateur ici qui m'a vraiment bien encadré, mais Founder Gym m'a offert un scholarship parce que ça coûtait comme 3 000 $. Puis, pendant 4 jours, là, maintenant, depuis la semaine passée jusqu'au mois de mars, on focus juste sur comment lever des fonds. Ouais. Puis, ils amènent des personnes de Silicon Valley, des VC, Angel Investment, qui vont nous parler, qui vont nous dire « This is what you need ». On va finir avec notre portfolio, puis notre profil pour pouvoir les mettre sur les plateformes, justement, pour aller chercher des fonds. Donc, j'aurais pas pu me payer ça, là, moi. Puis ensuite, pendant qu'on a des groupes de accountability, donc, avoir créé un groupe d'amis qui vont t'amener à être... accountability en français, ce serait quoi? Juste à... Te rendre responsable. Responsable, oui. Responsable. Te soutenir. S'assurer que tu progresses et que tu sois Exactement. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut. Parce que nous autres, c'est sûr, ici, on est un groupe... j'ai des amis, qu'on est proches. Puis, une fois qu'elles ont besoin de quelque chose, si elles m'appellent ou moi, je les appelle... ben, on ne va pas se charger. Non, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que je vais dire, non, moi, je vais m'occuper, I'm gonna be the project manager pour toi, tu sais. Puis, à chaque étape, la seule chose, la réponse, c'est ton projet. Ouais. Tu sais, c'est pas le mien. Ouais. Puis, toi, moi, après, en échange, ben, elle va m'aider dans mon projet. Et ça nous permet d'avancer. Mais oui. Tu sais, au fait de la charger, ça va me servir à quoi? Oui. C'est cette confiance-là, je pense, qui est difficile à trouver. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a des technologies comme les smart contracts, par exemple, parce que, OK, on n'a peut-être pas de financement au début, on va tous utiliser notre main-d'œuvre, mais on a ce contrat qui existe sur le blockchain qui nous permet de séparer, exemple, les profits futurs, ou même dans des relations super primaires, un peu là, comme artist manager. J'ai mon manager qui me trouve, puis comme je t'aime, je veux investir en toi, mais j'ai pas de financement. Fait que comment est-ce qu'on fait les splits? Pourquoi? C'est quoi la discussion dans 3 ans quand tu as blow up sur TikTok puis tu fais des millions de dollars? Tu sais, elle est différente. Puis on entend beaucoup de scandales avec Chance the Rapper, exemple. Fait que c'est tous des trucs comme ça qui peuvent nous protéger. Puis ça va éviter qu'on ait besoin de chercher peut-être des investisseurs ou du financement, ou des alliés autres que dans notre communauté, en gros. Get a lawyer. Point. Get a lawyer du début, là, au fait. On a Ton smart contract, c'est le lawyer, basically. Ben, c'est ça, mais je parle de... Dans mon cas, moi, je m'y connais pas beaucoup encore dans le 3.0. Mais avant, au début, tu sais, j'étais plus comme, OK, je vais faire ça, puis c'est pas grave, je vais parler avec telle personne. Mais on a des bons avocats dans notre communauté, là. Aussi, ouais. J'ai une avocate, puis... j'ai une avocate ici, puis j'en ai un aux États-Unis. Donc... C'est comme, si j'ai des questionnements, puis si j'ai pas l'impression d'avoir bien fait mon due diligence, c'est fais ton due diligence, au fait. Si la personne te vend quelque chose, puis que c'est juste des mots, bien, va chercher. Tu sais, l'Internet, il est parfait pour ça, là, vraiment. Mais tu as raison, il y a tellement de personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent retrouver des avocats noirs, même à Montréal. Des comptables. Et le mot fait peur, donc on se dit, oh my God, avocat, ça va me coûter cher, alors que déjà, au-delà du coût, c'est un service qu'on a besoin, qu'on est dans l'entrepreneuriat. Et comme tu disais, dans le monde de la musique, même avec un avocat, tu peux te faire arnaquer selon le contrat, ou tu ne vas pas avoir le meilleur contrat, l'avocat va juste t'empêcher d'avoir le moins mauvais. But it's like the better of the two worst. Alors que le monde de la blockchain apporte, comme tu dis, une espèce d'égalité. Ou si je prends l'exemple de la musique, par exemple, on va attendre que tu fasses top 100 Spotify avant d'avoir une chance d'être signé dans un label. Puis quand tu vas signer dans le label, tu vas gagner peut-être 12% de chaque vente parce que les 88% vont être partagés dans 50 000 personnes dont ils ne savent même pas qui tu es, ils s'en foutent de ta culture. Ils vont pas réfléchir à comment te faire toi avancer, ils veulent juste te milquer. Ils peuvent te dropper à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors que là, même le gars qui est au fond du studio, qui a juste joué le triangle ting à un moment donné dans le beat, ben, il va se retrouver dans le smart contract et get his money. Si ça devient un beat que Drake il sort, pourquoi le mec qui a fait le triangle ne va pas gagner de l'argent, right? Exact. Non, 100%. Puis je pense qu'il y a aussi... No offense pour ceux qui jouent du triangle. Si vous cherchez quelqu'un, I'll do it for the right amount. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut se rallier ensemble puis créer nos propres projets. Donc là, j'ai vu aux États-Unis qu'il y a un DAO, en gros un groupe de personnes qui se crée pour financer un 3e candidat à la présidence, parce qu'on est tout le temps dans démocrate républicain.
what if there's another alternative? Puis si, exemple, il y a peut-être 5 millions d'Américains qui disent, tu sais quoi, moi, je vais donner 10 puis on va voter ensemble de manière équitable pour élire quelqu'un qui nous représente vraiment. Ça peut transformer des sociétés. C'est drôle, ils font ça en France aussi en ce moment. Il y a les élections présidentielles qui arrivent et en fait, les majoritaires des gros candidats qui, en fait, sur les réseaux, via leurs followers et compagnie qui représentent les 3 grands candidats, n'arrivent pas à avoir suffisamment de signatures parce qu'en France, pour être candidat, il faut que 100 maires te signent et disent oui, tu vas être candidat. Puis quand tu as tes 100 signatures, tu es officiellement quelqu'un pour qui on peut voter. Alors que là, en fait, ils n'arrivent même pas à récupérer ces signatures. Donc, ça se peut que des candidats très connus, ça pourrait être l'équivalent d'un Trump ou d'un Obama à l'époque, ne puissent même pas officiellement être quelqu'un qui se présente parce qu'il n'a pas ses signatures. Et donc, ils sont en train de commencer à réfléchir à comment repenser ce système en utilisant des technologies comme les blockchains pour permettre qu'au lieu que ce soit archaïque, encore un modèle où c'est fait sur papier avec des signatures, que ce soit un système en ligne basé sur tes follower counts, basé sur des gens qui investissent dans ta démarche, et que si on est capable de prouver que tu as une communauté, tu peux, comme n'importe qui, te présenter et tu n'as pas besoin de connaître des gens. Donc, on va pouvoir avoir peut-être des présidents noirs en France au bout d'un moment grâce à ce genre de changement. Ouais. Ça me fait penser un peu à crowdfunding. Oui, bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais... Exemple, le meilleur exemple, je pense, là, c'est à Montréal, tout le monde se plaint qu'on n'a pas une équipe de basketball comme la NBA, right? Tout le monde se plaint, we don't have a team, we don't have a team. Puis là, Legault, we need a team. Coder, on a besoin d'une équipe. Valérie Plante, on a besoin d'une équipe. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un DAO? Ou est-ce que chacun qui veut s'investir dans ce projet-là, on met 500, 100, 200 dollars, puis on achète notre propre équipe à plusieurs? Tu sais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un DAO aux États-Unis qui veut racheter les Knicks, les New York Knicks, parce qu'ils disent que le management fait de la merde, ça marche pas. Fait que nous, les femmes, on va le racheter, puis nous, on va prendre des décisions par rapport aux joueurs. Quand il y a un draft, ben c'est une décision de 1 million de fans au lieu de juste un top management. Et c'est important ce que tu viens de dire, parce que dans le terme des DAO, souvent les gens se disent « Ah, le mot a l'air compliqué, c'est dans un futur que je comprends pas ». Mais en fait, ça veut juste dire que l'organisation est décentralisée et elle est autogérée. Donc, tu n'as pas une personne dans sa tour d'ivoire qui possède le contrat ou qui possède la compréhension ou les choix. On ne vote pas pour qu'une personne décide pour nous, c'est tout le monde ensemble prend leurs décisions et c'est plus démocratique dans un sens. Je me questionne par rapport à, justement, si tu aurais une différence à donner par rapport au crowdfunding, parce que je sais que le crowdfunding, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent investir au fait. Donc, ils peuvent investir, tu peux mettre la limite, on va dire que tu mets 50 $ puis je t'envoie un T-shirt, là, puis tu deviens investisseur dans ma compagnie, automatiquement. Donc, ce serait quoi la différence entre, justement, le crowdfunding, puis je sais que les VC, les grosses têtes en arrière de ça, détestent le crowdfunding. Si j'arrive avec ma compagnie, puis je dis, ben j'ai comme 500 personnes investisseurs de monsieur, madame, tout le monde, mais eux autres, ils sont pas intéressés à ma compagnie. Donc, il faut que je fasse attention à c'est quoi la route que je vais prendre, mais comparativement au DAO. Le but, ce serait que tu n'aurais pas besoin de VC. En gros, là, je pense... C'est ça. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est que tu n'aurais pas besoin d'avoir ce middleman, en fait, qui prend cette décision. Ta communauté te donne cette validation et te permet de t'autofinancer et de faire en sorte qu'ensemble, ils sont autant parti pris des décisions de ta compagnie que toi-même. Et donc, tu open source un peu cette communauté. Mais c'est très proche de la logique crowdfunding qui, comme tu viens de le dire, a commencé déjà à un petit peu shaker les institutions. Parce qu'ils veulent owner, tout simplement. Alors que les gens, ils sont juste passionnés par quelque chose qu'ils veulent partager. Et la différence entre ownership et partage, c'est vraiment là que ça se passe. Mais en même temps, la redevance. Donc, et la redevance. C'est ça il y a une redevance, la redevance avec la communauté. Royalties. Il y a des royalties dans le cours que tu reçois, ça peut être annuel, ça dépend. Encore une fois, c'est la communauté qui décide combien, comment, c'est quand tu le reçois, dans quel format, c'est quel coin que tu... Est-ce que c'est du fiat? Fiat qui veut dire de l'argent normal ou est-ce que c'est un coin? C'est la communauté qui décide. Moi, je regardais les Canadiens de Montréal, qui est comme la déception de chaque année. Puis à chaque année, on remet un nouvel... Pas l'année passée, l'année passée. L'année passée, c'était bien, je suis désolée. Mais à chaque année, ils vont... chaque 3 ans, on a comme un nouvel entraîneur-chef ou un nouveau general manager. Si, exemple, on laissait les partisans des Canadiens prendre les décisions de manière équitable, puis qu'on changeait le modèle de on a une personne qui va faire tous les choix à la communauté fait la majorité des choix,
peut-être qu'on aurait un different outcome. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée cette discussion-là, en fait. Exact. Je ne sais pas quel est le meilleur modèle, C'est ça. mais je suis content qu'on puisse discuter d'un modèle J'aimerais ça différent. qu'on l'essaye au moins pour le comparer. Exactement, mais en même temps, je me demande, de l'autre côté, tu sais, si tu regardes de l'autre côté de l'institution, est-ce que Molson va commencer à recevoir des appels de monsieur et madame tout le monde? Hey, écoute, j'aimerais ça que tu changes. Non, tu sais, il y a une structure. C'est ça, c'est ça que je me demande, là. Il y a une structure, puis Justement. Molson, qu'est-ce qui serait bien, c'est que Molson ne serait plus la personne qui prend les décisions, c'est la communauté. Les appels de monsieur, madame, tout le monde vont devoir être adressés à tout le monde, parce qu'après, il faudra voter sur ça. Fait que c'est ça Et que ça vient avec des plateformes également. Hein. Exact, Ok, qui ok. facilite ça et tout. Ouais. Super. En fait, il faudrait complètement repenser le système traditionnel et oublier ces modèles actuels et se dire que ça va être fait d'une façon complètement différente, complètement novatrice. Et chaque DAO est différent. Donc, dépendamment des choix faits par cette communauté, le modèle peut être différent du DAO A au DAO B. Ben, j'aimerais ça déjà vous remercier pour cette merveilleuse conversation. Ouais. On peut se laisser sur un petit mot de fin. Je ne sais pas, est-ce que représenterait la libération pour vous à travers le Metaverse au final? Je vais te laisser commencer. vas-y. Mais moi, je pourrais dire, get informed. Ouais. C'est premièrement, là, va chercher, va lire. Puis c'est pas l'éducation, c'est pas... Puis je vais vous dire sincèrement, là, moi, le doctorat, je le fais pour améliorer mes connaissances, purement au niveau amélioration des connaissances. Donc ça, c'est important de bâtir. Tu sais, on parle de co-construction des connaissances. La plateforme aujourd'hui permet justement de co-construire vos connaissances. Vous avez, tout le monde a des connaissances. Depuis qu'on est petit, on bâtit des connaissances. Jusqu'à aujourd'hui, on en bâtit encore, mais sauf que s'il y a quelque chose que tu connais pas, bien, va le chercher, appelle quelqu'un, pose des questions. Puis l'autre chose que je pourrais dire, c'est de ne pas avoir peur. Tu sais, de ne pas avoir peur de foncer. Si je pense par avant, moi j'ai toujours été quelqu'un, je suis curieuse de la vie. Et je me dis, si quelqu'un me dit tu ne peux pas, comment que j'ai fait le doctorat? Sincèrement, le doctorat, je me suis inscrite, j'ai commencé, comme je te dis, avec une boîte de jeux, des jeux de cartes, pour aider les étudiants avec leur niveau verbo-linguistique et mathématique. Donc, c'était que tu codes pas, tu prends une carte, c'est A, la lettre A, et tu vas coder en voulant dire, bien, tu vas me dire un mot qui commence par A. Ouais. Donc, je vais te dire un mot Anna. Bien, Anna, c'est la première lettre de l'alphabet 1. Le N, c'est la 14e lettre de l'alphabet. Puis, après, j'ai un autre A. T'es bonne, parce que OK? Donc, 2. J'aurais jamais su que M, c'était 2 14. plus 14, tu sais, tu dis 2 plus 14, puis c'était comme, OK, 16. Parfait. Oh. Wow. Tu sais, fait que là, c'était ça le jeu. Puis OK. le jeu m'a amené sincèrement au Dragon, Ouais. OK, à Montréal. Puis j'ai fait de l'application avec un verre de vin, là, vraiment Ouais. comme, il me disait combien de pourcentage que tu veux donner. J'étais comme 6 combien tu veux demander. Je dis, ben 60 000. Ils disent, ben tu voudrais dire que ta compagnie vaut déjà. Puis je venais juste de recevoir mes jeux, que je dirais pas d'où, là. Mais... tu comprends? Donc, j'ai osé. Tu sais, mon ami m'a donné un défi, puis je l'ai fait, puis je l'ai relevé, puis j'ai été au Dragon. Ils m'ont donné, tu sais, ils m'ont dit, ben ton jeu, il est un petit peu très tôt, là, dans la game. On sait que tu vas aller loin, mais pour le moment, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut te donner l'opportunité de le tester. Donc, je me suis retrouvée au centre-ville, en dessous d'une tente payée par les Dragons, Énorme. Wow. pour faire du testing Ouais. de mes cartes de jeu. Tout ça parce que tu as essayé en groupe, tu n'as pas eu peur. Puis j'étais super contente. Ouais. Il y a une fille qui est arrivée, puis elle m'a dit, ben là, tu peux pas dire que ça aide au niveau intellectuel, puis tu peux pas dire, ben il faut faire des recherches, puis tout ça. J'ai dit, ben OK, moi, aller faire les recherches. Puis je me suis inscrite au doctorat. Tu sais, Ouais. c'est comme Ben, purement comme ça. Mais ça, c'est le genre de success story, comme tu dis, qui permet. C'est un exemple de libération. C'est le. Ouais. Il y a beaucoup en fait de bloquants mentaux, je pense, dans notre société, surtout dans notre culture et notre communauté. Et on se dit qu'on n'est pas capable parce que les autres nous disent qu'on n'est pas capable. Et en fait, comme tu viens de le dire, quand quelqu'un te dit "You can do that", that's the best way you Oui, can actually exact. push me to do it. Ouais. Ouais. Et je pense que cette technologie, cette nouvelle ère, on va dire, de l'informatique, le futur de l'Internet, c'est une libération pour notre communauté parce que ça nous permet justement d'explorer des alternatives. En ce moment, on reste trop coincé dans un modèle qu'on nous a dicté, qu'on ne sait même plus qui est vraiment derrière. Alors que là, on a une espèce d'ouverture. Tu dis que tu as toujours été curieuse, que c'est quelque chose qui t'a toujours en fait drivé. Moi, c'est pareil, genre, I'm always thirsty for knowledge. Je vois le monde comme une espèce de
d'éducation permanente jusqu'à la Ouais. fin de ma vie. Je vais toujours apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça qui me motive, en fait, simplement. Pouvoir m'exprimer à travers mon art, pouvoir représenter ma culture dans des différentes façons qui Exactement. n'étaient pas possibles avant, tout simplement. Puis une chose qu'on m'a dit cette semaine que je retiens, c'est que si tu es dans un cercle et c'est toujours toi la personne la plus intelligente, change your Change your circle. J'allais circle. dire quelque chose aussi par rapport à ça pour clore. Là. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que de ne pas toujours vouloir network, tu sais, d'aller chercher le CEO. Il faut que je parle avec le Non. CEO de Unity, exemple, pour avoir de Oui, l'information. exactement. Il faut que je parle à telle personne. Non, network across, On a des personnes intelligentes dans notre à côté de communauté. nous. Oui. Tu sais, il faut juste comme parler de notre projet, partager-le, puis collaborer ensemble. Puis c'est comme ça, après, que vous allez être en mesure de développer quelque chose. J'ai une de phrase super. Exactement. que j'utilise toujours, c'est quand tu rentres dans une nouvelle pièce, de te dire que la personne que tu vas rencontrer dans cette pièce, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Ouais. Ça peut être le balayeur à l'entrée dans un building autant que le CEO. Ouais. And I don't care about your title. You're not me, so your experience is unique. Teach me. Yeah. J'ai une amie qui est je trouvais que c'était très à propos, exécutif des stationnements là, Ouais. à Montréal. Puis il y a quelqu'un qui l'a demandé, on était quelque part dans un networking event, puis il a dit « Oh, toi, qu'est-ce que tu fais? » « I park car. Ouais. Puis il a dit « Moi, je stationne des voitures. » Puis en premier, c'est un premier coup d'œil, ils sont comme « OK. » Puis là, à un moment donné, il a demandé sa carte d'affaires. Puis elle donne sa carte d'affaires, puis ils sont comme « Wow! » Tu sais, puis l'effet, là, vraiment, était super. Génial. Ouais, non, c'est. Yeah. Fait que merci beaucoup pour cette discussion. J'aimerais ça vous remercier encore, Conversation Noire, Never Was Average, puis aussi la table ronde du mois d'Histoire des Noirs pour cette merveilleuse initiative. J'aimerais remercier TD Canada Trust, donc la promesse TD prêt à agir, et finalement Kanye Exer pour l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. On va être disponible aussi pour répondre à certaines de vos questions dans l'espace de l'échange, donc on se voit bientôt. Merci. Merci encore. Merci.